Bonjour, bonjour, bienvenue dans les chroniques d'une campagnarde au Japon. Vous êtes sur Radio Dragon, 104.4 et 96.8. En route pour ce 8e épisode, s'il y a une chose que j'adore faire, c'est écouter de la musique. Ça vous transporte dans un autre monde, ça vous submerge d'émotions. Et c'est pour ça que cet épisode portera sur la musique. Ongaku en japonais. On, c'est le son, et gaku, c'est l'amusement, le divertissement. Parce que la musique, c'est le son qui divertit. La musique, on en écoute beaucoup depuis le début de cette chronique, et on va en écouter encore, jusqu'à la fin, bien sûr. Je vais retracer l'histoire de la musique au Japon, des musiques traditionnelles aux musiques d'aujourd'hui, en passant par des spécificités dont seule la musique japonaise a le secret. J'ai choisi un poème de Issa, totalement adapté à la situation. Yo no naka ya, nakumushi ni sae, jouzu heta. Yo no naka, c'est une expression pour dire partout dans le monde. Nakumushi, ce sont les insectes qui font du bruit. En général, on parle des cigales. Jouzu heta, c'est doué et pas doué. Donc, dans ce monde, parmi les insectes, certains chantent juste, certains chantent faux. Yo no naka ya, nakumushi ni sae, jouzu heta. Alors, maintenant qu'on sait qu'on n'est pas tous gadés par la nature en ce qui concerne le chant, on va remonter au début, le gagaku, les premières formes de musique de cour, avec des percussions et des sortes de flûtes, pour accompagner le théâtre japonais. C'est un ensemble de musique comprenant aussi des chants profanes et des chants shinto très populaires au 8e siècle, pendant la période Heian. Au 9e siècle, quand la cour est transférée à Kyoto, les genres se multiplient et deviennent plus complexes, avec des passages dansés. À cette époque, il y a plusieurs sortes d'instruments qu'on peut qualifiés d'instruments traditionnels japonais, des sortes de tambours, de flûtes et d'instruments à cordes, tous d'origine sino-coréenne que les japonais ont parfois modifiés. L'un des plus connus, le koto, sorte de sitar d'origine sino-coréenne, aussi comparée à une harpe plate, introduite au Japon au 6e siècle. À l'époque, elle mesurait moins d'1 mètre, avait 5 cordes et fut modifiée pour avoir 13 cordes. Le plus communément, mais ça peut aller jusqu'à 50 cordes, et la caisse de résonance va de 1,60 m à 2 m. Elle est généralement en bois de Polonia. Chaque corde a son chevalet mobile dont la position détermine la tonalité de la corde. On y joue avec les mains, mais aussi avec de petits objets que l'on met sur les doigts, des sortes de faux ongles en ivoire pour ne pas se faire mal. Parfois joué au sol, on peut aussi mettre le koto surélevé pour en jouer debout. La technique de cet instrument est impressionnante, le son aussi. La première musique de cet épisode sera d'ailleurs jouée au koto. Le second instrument, c'est un que vous avez forcément déjà entendu grâce à Yoshida Kyodai dans l'épisode 2, c'est le shamisen, qui veut dire 3 cordes du goût, parce qu'il a uniquement 3 cordes, une qui représente le père, une la mère et la dernière l'enfant. C'est une sorte de petite guitare avec une caisse de résonance carrée qui n'a pas de frettes. La caisse de résonance est originellement en bois de santal, recouverte d'une peau de chat ou de chien. À Okinawa, ils sont en peau de serpent, ce qui leur donne un look très rock'n'roll, je dois l'avouer. On les appelle sanshin. Ils sont arrivés au XVIe siècle et se répandent un siècle plus tard dans tout le pays. Les cordes sont en soie ou en nylon, le plectre est en ivoire et ça se joue un peu comme un banjo. Ça a vraiment un son très agréable et c'est l'instrument utilisé par les geishas. J'avais une prof à la fac qui en jouait et elle nous avait fait un petit concert privé en fin de première année. J'avoue, j'étais sous le charme. Dans les instruments à cordes, on a aussi le biwa, qui est une sorte de luth, instrument d'accompagnement des danses traditionnelles originellement venues d'Inde. Revenu à la mode car c'était l'instrument des moines de la secte Tendai. Aveugles, ils parcouraient le pays au son de leur biwa. Enfin, on a aussi le gekkin. C'est un luth japonais à 2, 3 ou 4 cordes, tout petit et rond. Encore une fois, ça vient d'un instrument chinois, d'ailleurs son nom veut dire instrument à cordes en forme de lune. Dans les instruments à vent, on a les shakuhachi. Ce sont des flûtes taillées dans du bambou de 55 cm de long, percées de 4 trous dans la partie supérieure et un trou en dessous pour le pouce. Elles ont été popularisées par les moines zen mendiants. Elles font en général un son très reconnaissable dans les mangas. Quand on veut montrer la tension d'une scène, on dirait juste qu'il souffle dans un bambou. Ensuite, on a hichiriki, comme un hautbois d'origine perse, et aussi le sho, orgue à bouche de 17 tubes utilisé dans le théâtre. Pour ce qui est des percussions, les Japonais sont très fans de leurs tambours. Le mot taiko regroupe plusieurs types de tambours. Le taiko de base étant un tonneau de bois avec une peau de daim ou de cheval tendue
On en joue avec des baguettes. À l'origine, cet instrument est apparu au 7e siècle pour intimider l'ennemi pendant les batailles, mais aussi pour communiquer les ordres. Il y a aussi l'odaiko, qui, comme son nom l'indique, est un grand tambour, dont le diamètre est d'1 mètre. Il existe aussi la dénomination wadaiko, si vous vous rappelez wa pour désigner tout ce qui est japonais, donc wadaiko, un tambour japonais. En général, ils sont énormes et ils sont joués par plusieurs personnes qui frappent dessus en même temps. C'est devenu super populaire car c'est vraiment spectaculaire. J'ai vu des concerts avec des jeunes joueurs de taiko et même si c'était pour une école ou une association, je trouvais que c'était vraiment déjà incroyable. Les mouvements qu'ils font les aident à suivre le rythme qui n'a rien à voir avec les tambours occidentaux. Le son du taiko se suffit en lui-même, c'est vraiment un très bel instrument en soi. On a le tsuri daiko qui est une sorte de gong très décoré, tsuzumi, petit tambour sur lequel on joue avec les mains des deux côtés. Les peaux sont reliées par des cordes en zigzag et ça ressemble un petit peu visuellement à un sablier. Il y a aussi le uchiwa daiko, un petit tambourin qui a la forme, comme le mot uchiwa l'indique, d'un éventail. Dans le théâtre japonais no, on utilise une grande partie de ces instruments, des gongs, des grands tambours pour marquer les temps forts des phrases, des hautbois à son strident, d'autres flûtes originaires des différents pays d'Asie. À partir du 6e siècle, il y a l'apparition des chants bouddhistes, les sutras récités en canon, qui sont des chants très gutturaux, une voix très nasillarde mais étrangement apaisante à entendre. Ils sont appelés shōmyō, littéralement voix radieuse. Un autre instrument lié au shintoïsme, ce sont des clochettes. Lorsque les prêtresses dansent, elles purifient un endroit avec des bâtons qui ont en leur sommet des clochettes. La musique japonaise est, on l'a vu, inspirée du modèle sino-coréen, mais on va voir que le Japon apprend très vite à s'en détacher. Avant, le rôle de la musique était de soutenir des textes de théâtre, c'était donc lié aux festivités, dans un but pratique quelque part, avec des règles très précises. On n'écoutait pas de musique pour le plaisir seul chez soi. En même temps, c'était difficile. Il fallait avoir un orchestre entier chez soi. Il n'y avait pas de tourne-disque à l'époque, et encore moins de MP3. Mais le jour où on a pu écouter de la musique pour le plaisir, forcément, il fallait développer les paroles pour qu'on puisse chanter. C'est vers 1750 qu'en voyant les Portugais jouer ensemble que les Japonais comprennent l'intérêt de jouer de plusieurs instruments en même temps. Et vous allez me dire, s'il y avait des pièces de théâtre avec des instruments, ils jouaient bien ensemble. Ils jouaient ensemble, oui, mais pas en harmonie les uns avec les autres. Ils jouaient dans une sorte de dissonance voulue par les esprits, chacun sur son propre tempo, ce qui donne quelque chose d'assez difficile à écouter, à la fois très lent, avec des cris de temps en temps, avec des percussions irrégulières et d'autres instruments à vent. Le tout est extrêmement millimétré, ritualisé, mais chaque musicien possède sa propre temporalité. On appelle ça l'hétérophonie. D'autres instruments sont nés de l'influence de l'Occident, pas seulement parce que les Occidentaux sont venus sur le sol japonais, mais aussi parce que les musiciens japonais sont allés voir ce qu'il se passait à l'étranger. En 1912, un célèbre flûtiste japonais va faire un concert à l'étranger et, surpris de ce qui se fait à l'époque, décide de créer le Taishogoto parce que c'est un koto, à l'époque Taisho. Donc quand on colle les mots, ça fait Taishogoto. On l'appelle aussi harpe de Nagoya parce que le musicien était originaire de Nagoya. Vous pouvez regarder des vidéos sur internet, le son est incroyable. Il y a un côté corde qui se joue avec un médiator et un côté électronique qui ressemble à des touches d'accordéon. C'est en fait inspiré de la machine à écrire. C'est un peu un mélange d'instruments à cordes et de piano. Ça ressemble à un accordina pour les connaisseurs. Il est intéressant de remarquer que les Japonais ne se désintéressent pas de ce qui est instrument traditionnel. J'ai vu des lycéens faire des représentations de taiko, des gens jouer du shakuhachi, et il y a toujours une fascination pour le shamisen. Vous vous êtes rendu compte, si vous écoutez les musiques que je présente depuis le début de cette chronique, il y a beaucoup de groupes utilisant des instruments traditionnels. Et aussi, dans le enka, on en reparle juste après, il y a toujours des instruments traditionnels en fond, même s'il y a de l'accordéon ou de la guitare occidentale. Durant l'ère Edo est née une musique au koto très connue, Sakura Sakura. Elle a connu un âge d'or pendant l'ère Meiji et elle est encore aujourd'hui représentative de la musique traditionnelle japonaise. Ça parle évidemment de Sakura, donc de cerisier japonais, puisque c'est le symbole du pays, et donc c'est très important pour les Japonais en tant que symbole de vie éphémère. Là, c'est une version que j'ai sans paroles, mais sinon, les paroles, c'est cerisier, cerisier, sur les collines verdoyantes et les montagnes aussi loin qu'on peut voir. Est-ce du brouillard ou des nuages, parfum dans le soleil du matin. Cerisier, cerisier, fleurs en pleine floraison. C'est donc l'une des plus anciennes musiques reconnues. Elle dure 27 minutes, mais je vous en passerai que quelques minutes. Ça ira déjà bien pour comprendre l'idée du koto. Sakura, Sakura.
Au Japon, la seule musique ancienne vient que du Japon. Ils n'écoutent donc pas de la musique classique comme chez nous. J'ai parlé de la musique traditionnelle japonaise, mais je n'ai pas évoqué la musique classique européenne. Beaucoup de gens pensent que comme le Japon est fermé, les Japonais n'écoutent donc pas de musique occidentale. Eh bien, détrompez-vous, la musique classique a le vent en poupe au Japon. Depuis l'ère Meiji, quand elle est arrivée, elle n'a cessé de conquérir le cœur des Japonais. D'ailleurs, l'empereur lui-même est un joueur de violon alto. Ce qui semble logique puisque la musique classique est plutôt associée à la bourgeoisie et d'une manière générale, tout ça est bien évidemment hérité de l'époque des samouraïs où il fallait exceller dans chaque domaine, y compris les domaines artistiques, et savoir jouer d'un instrument ou plusieurs était signe d'intelligence. Il y a un peu un côté américain dans l'apprentissage de la musique et aussi d'autres disciplines. En fait, les écoles ont bien souvent leurs propres orchestres et tout le monde y a un rôle. Les élèves sont ainsi fiers et ça leur permet d'avoir un sentiment d'appartenance et aussi de développer du respect pour les autres élèves et apprendre à jouer tous ensemble. Un peu à la manière des équipes de sport aux États-Unis. Mais le fait de faire des concours face aux autres écoles, ça pousse les enfants à se dépasser et à être fiers d'eux. C'est pour moi incroyable, je n'ai jamais eu à faire ça à l'école, c'est donc pas si étonnant si le Japon a le second meilleur système éducatif du monde. À l'âge de 6 ans, les petits japonais connaissent le solfège, connaissent aussi plusieurs instruments, modernes et traditionnels, savent jouer dans un petit orchestre, savent chanter, et c'est une matière aussi importante que les autres. Ce qui est triste, c'est que la musique est encore synonyme de bourgeoisie. Pour les enfants qui souhaitent poursuivre l'apprentissage de la musique, les écoles coûtent très cher, tout comme quand la musique occidentale est arrivée au 19e siècle. La musique traditionnelle japonaise a failli être oubliée à l'ère Meiji au profit de la musique occidentale, encore plus après la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, il y a un retour à la musique traditionnelle. Paradoxalement, les étrangers, comme les Français, on a tellement mis en valeur cette culture que les Japonais ont eu envie d'avoir un retour aux sources. La musique classique a donc une forte place au Japon, et même plus, Tokyo héberge d'ailleurs le plus grand orchestre à vent et le plus grand concours de musique classique. Il y a un orchestre classique dans chaque grande ville du pays. Aujourd'hui, la musique classique a été absorbée par le Japon, comme pour en faire un élément de leur propre culture. Aujourd'hui, il y a même un type de musique folk typiquement japonais, le minyo, joué avec des instruments traditionnels qui a évolué et qu'on peut entendre dans les festivals avec des cris pour encourager, des danseurs, et ce sont des musiques très vives. Chaque région a ses propres particularités en termes de musique et de chant. Ceux d'Okinawa, qui a donc vécu l'influence des Ryukyu, est très différente de ceux du reste du pays, tant au niveau des instruments utilisés que de la tonalité du chant employé. C'est donc un genre musical qui a évolué à travers les âges et que vous pouvez toujours écouter si vous visitez le Japon en été dans toutes les préfectures. À la fin du 19e siècle, la musique avait un but de propagande. Les chanteurs distribuaient leurs messages musicalement pour exprimer leurs griefs contre certains politiques. C'était une manière subtile et détournée, on les appelait Enzetsu no Uta, complaintes chantées, qu'on a déformé en enka. L'intérêt pour la musique occidentale n'a ensuite fait que grandir jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, où les enkashi chantaient des ballades amoureuses. Et c'est ce qui a donné le enka, dont je vous ai fait écouter pas mal de chansons d'ailleurs. Au début c'était politique, aujourd'hui le enka parle surtout d'histoire d'amour, le tout sur fond de beauté du Japon. Les premiers chanteurs de enka d'avant-guerre se font vieux, alors que de nouveaux commencent, plus jeunes, plus beaux, comme la toute première musique que j'ai passée, Kiyoshi Hikawa, qui est aujourd'hui un des chanteurs de enka le plus connu. L'enka a cette faculté de rassembler toutes les origines stylistiques de cette période. Mais sa spécificité, vous avez dû le remarquer, c'est le kobushi, ce vibrato dans la voix unique qu'on repère tout de suite et qui est absolument nécessaire à l'exercice du enka. C'est pour ça que c'est si difficile à chanter. À cette période, les Japonais commencent à étudier la musique à l'étranger et permettent à leur pays de développer de la musique classique complexe utilisant des instruments occidentaux. Dans les années 50, la musique occidentale, car on l'indistinguait encore par rapport à la musique traditionnelle typiquement japonaise, devient encore plus populaire avec l'arrivée de superstars, du tango, de la musique latine qui ont su conquérir aussi le Japon. C'est aussi le début du rock'n'roll et faites-moi confiance, Elvis est bien arrivé au Japon. Par la suite, la musique japonaise traditionnelle s'assimile de plus en plus avec la musique venant de l'Occident et on commence à créer une forme de musique plus proche des musiques occidentales que l'on appelle Japanese Pop, abrégé en J-Pop. Cette désignation est encore aujourd'hui très importante puisque c'est comme cela qu'on désigne l'ensemble de la musique japonaise. Pour la petite parenthèse, ça n'empêche pas les Japonais, même s'ils n'ont pas inventé les instruments qu'on a chez nous, comme la guitare électrique ou le piano, d'être très bons. Regardez par exemple les pianos Yamaha, qui sont japonais,
et c'est une des marques d'instruments la plus influente au monde. Les claviers Roland et Kawai sont aussi connus, et il y a aussi de très bons luthiers. Et c'est là que l'on arrive à ma partie préférée, les différents genres musicaux présents au Japon, qui viennent en général de chez nous, donc que vous connaissez déjà, puis il y a aussi ceux qui sont endémiques du Japon, si on peut dire. Premièrement, le grand tout, ce par quoi tout a commencé, la pop japonaise, J-pop donc, qui est arrivée dans les années 60, très largement inspirée par les Beatles, les 4 hommes de ma vie, et certains groupes des années 60 au Japon qui ont une musique complètement similaire à ce que faisaient les Beatles, sauf que c'est au Japon, donc c'est en japonais au lieu d'être en anglais, mais c'est vraiment stupéfiant comme ressemblance. Comme par exemple le groupe Sounds, qui a fait un énorme succès dans les années 60, le groupe The Tigers, ou plutôt en japonais The Tigers, The Jaguars. Et oui, ils avaient vraiment beaucoup de noms d'animaux à l'époque, mais au moins on peut pas se tromper sur leur influence. Bon, c'est un secret pour personne, en 1984 sortait l'album le plus vendu de tous les temps, Thriller de Michael Jackson. 1 million de copies vendues au Japon, top chart, ce qui a ouvert la voie à plein d'artistes japonais. Happy End, Champ Blues, Of Course, Tulip, Alice. Années 70, un rock plus électronique avec des synthés. On a des groupes comme Yellow Magic Orchestra. Et dans les années 80, d'autres groupes de rock alternatifs émergent comme Shonen Knife, groupe de rock composé entièrement de femmes, The Pillows. Les années 80 au Japon connaissent ce paroxysme du rock un peu comme partout. Et dans les années 90, on continue avec des groupes de rock assez sympas comme Mr. Children, Asian Kung Fu Generation, The Yellow Monkey, Three Michelin Elephant. Depuis les années 2000 et encore aujourd'hui, des artistes pop-rock et rock émergent, inspirés des Beatles, de Bob Dylan, des Rolling Stones, comme Yui, Scandal, des groupes très connus comme One Ok Rock, actifs depuis 2005, Stereopony depuis 2007, Underworld depuis 2000, ils ont la particularité d'avoir été popularisés grâce à des musiques de générique d'animé. Il y a une catégorie très importante dont je n'ai pas parlé encore, c'est un style de musique qui, dans les années 90, début 2000, représentait le Japon. C'est bien simple, dans les années 2000, quand tu aimais le Japon, tu aimais forcément le visual kei, qui est né de la dérive du rock alternatif. Il n'y a pas vraiment de définition possible parce que c'est typiquement japonais. Donc c'est à la fois du glam rock, du heavy metal, du punk, c'est japonais et c'est très spécifique. Et finalement, c'est un style qui joue plus sur le look des chanteurs et sur la langue japonaise elle-même, avec quelques fulgurances vocales. C'est des groupes qui ont eux-mêmes souvent un nom français comme l'Arc-en-Ciel, qu'on a déjà écouté, Cinema Staff, Ex-Japan, Bucktick, Lunacy, et le plus connu en solo, c'est Miyavi. Plus qu'un style de musique, c'est un style tout court. Le style visual kei, c'est avoir des coiffures exubérantes, des cheveux de couleur, du maquillage noir, inspiré du théâtre kabuki, des vêtements qui mélangent le style japonais traditionnel avec des motifs et un style punk gothique. Plus on marque les esprits, plus on est populaire. Il y a aussi du punk, du metal, du hardcore, du heavy metal, inspiré par les groupes américains de la même époque. Par exemple, il y a un groupe de glam metal avec des maquillages inspirés du kabuki. J'ai toujours un peu de mal à concevoir ce genre de groupe parce que je connais tellement les japonais sérieux, sans aucune once de fun à partir de 20 ans, j'arrive jamais à les concevoir en train de s'amuser sur du métal ou même à être dans un groupe de métal avec du maquillage et des cheveux en pétard de toutes les couleurs. Et on a même une variation toute récente qui est apparue, complètement japonaise du métal, c'est le kawaii metal. Bon, kawaii, j'en ai déjà parlé, c'est le mot pour dire mignon. Et le groupe qui incarne le kawaii metal, deux concepts qui ont l'air totalement en opposition, je sais, c'est Baby Metal, qui sont un groupe de filles trop choupinettes avec des robes de Lolita à volant et à petits nœuds, avec des petits rubans dans les cheveux, et elles chantent du métal. Des fois avec des mots mignons comme Neko ou Choco, et des fois avec une guitare et une batterie déjantée en fond. Et si vous voulez voir ce que ça donne, je pense que j'en passerai dans le prochain épisode, mais je ne suis pas sûre, j'ai pas envie de traumatiser les auditeurs. Baby Metal est devenu un groupe tellement populaire qu'elles ont même fait la première partie de Lady Gaga. Il y a du hip-hop au Japon, bien sûr. Petite précision, le rap n'existe pas. On regroupe tout sous le nom de hip-hop. Mais c'est plus récent que tout le reste, donc beaucoup moins important. Beaucoup pensent encore que c'est juste une mode qui va passer. Il y a une raison pour laquelle le hip-hop et le rap passent moins bien, c'est que la structure des phrases japonaises est moins propice au rap qu'au rock. Par exemple, il y a des chanteuses pop de fin des années 90, début 2000 qui font aussi du hip-hop, dont la popularité a parfois traversé les frontières, comme Ayumi Hamasaki, Utada Hikaru,
Elles chantent en japonais mais aussi parfois avec de l'anglais et en général, elles font le régal des karaokés. Il y a aussi du ska japonais avec de l'accordéon, des trompettes et ça marche super bien avec la langue japonaise, ça met de bonne humeur. Tokyo Ska Paradise Orchestra et Oreska Band sont les groupes les plus connus. Le genre le plus populaire et de très loin, c'est la pop des idols. L'idol se réfère à une catégorie professionnelle, c'est pas juste un nom qu'on leur donne, elles sont produites par des labels pour idol, tout ça est très réglementé. Idol, ça s'écrit idol, mais ça se prononce bien idol en anglais ou idole en japonais. Ça vient à l'origine des idoles françaises des années yéyé, comme Sylvie Vartan. Les Japonais en sont devenus fous et le terme s'est exporté. Sans doute l'une des choses les plus connues au Japon qui brasse le plus d'argent. Il y a aussi bien des idoles filles que des idoles garçons. Ce sont des personnages publics très médiatisés, à la fois danseurs, chanteurs, acteurs, animateurs, modèles. Ce concept n'existe pas de partout sur Terre. J'ai envie de dire qu'il faut un certain terrain fertile. Pour passer les auditions, il faut des gens très beaux, qui vont être formés pour être des gens parfaits. Il faut que le public soit complètement fanatisé. C'est assez facile au Japon, le public visé sont en général des adolescents. Il y a bien évidemment des produits dérivés en pagaille. Pourquoi ça marche ? Parce que les filles sont en mini-jupe et que les garçons sont torse nu, pardi. Leurs musiques sont super entraînantes, certes, et ils sont toujours en tête des charts. Le groupe le plus connu, c'est les AKB48. C'est l'abréviation de Akihabara, un quartier de Tokyo, d'où le groupe est originaire, et 48 parce qu'elles sont 48. Bon, des fois moins, mais il n'existe pas une seule personne au Japon qui ne les connaisse pas. Leurs chansons pop entraînantes, leurs chorégraphies qui donnent envie de danser, leurs tenues et coiffures mignonnes, elles sont toujours au top des ventes chaque année depuis 2010. Elles ont inspiré tant de groupes aux noms similaires. HKT48 pour Akata, un quartier de Fukuoka, NGT48 pour la préfecture de Niigata ou encore Cute. Pour les boys bands, on peut citer Harashi qui veut dire tempête et Johnny's ou Ace Jump. La contrepartie de ces groupes, c'est qu'ils créent des fans absolus capables de choses folles pour leurs idoles. Certains se referment complètement dans leurs illusions. Ça arrive partout le fanatisme absolu, mais là c'est beaucoup trop encouragé. Par exemple, dans les magasins de Tokyo, il est facile de trouver des cartes postales sexy de toutes les membres du groupe, et c'est assez malsain parce que la plupart du temps elles sont mineures. Et même pour les artistes eux-mêmes, c'est pas sain, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont en couple, au moindre dérapage, leur carrière s'arrête. Et s'ils ne sont pas assez populaires, on les remplace. La plupart sont en dépression, et quand les filles sont trop âgées pour chanter, elles finissent dans la pornographie. Depuis les années 2010, le nombre de groupes d'idoles a explosé. Certains disent que le monde des idoles vit son âge d'or. Le truc c'est que pour les groupes de garçons, ça vise plutôt le public féminin, et pour les filles, ça vise à la fois les filles qui s'identifient et à la fois les hommes qui les trouvent attirantes. D'où leur succès, ils arrivent vraiment à toucher tout le monde. Leurs danses sont parfois complexes, mais le groupe entier fait les mêmes gestes pour que ce soit reproduisible par le public. On appelle ça para-para. La musique électronique naît dans les années 70-80, comme partout, avec des groupes qui mélangent les genres comme Poly6, que je vous ai déjà fait écouter, une sorte de pop électronique un petit peu rock. Il y a aussi Yellow Magic Orchestra, qui reste le plus connu, et Perfume, qui sont des idoles, mais qui utilisent aussi la modification de voix, qui rend leur voix mignonne et électronique. Et bien sûr, Kyari, l'ambassadrice du kawaii, qui fait de la pop, mais il y a toujours une sonorité empruntée à la musique électronique, d'où la musique de générique de cette émission. Et puisqu'on est dans la musique électronique, je vais vous parler d'un phénomène totalement japonais dont vous avez forcément entendu parler, c'est les Vocaloid. Vocaloid comme ça vous dit peut-être rien, mais c'est un logiciel de synthèse vocale développé par Yamaha. Le but est d'entrer du chant, une mélodie, et ça fait une musique avec une voix modifiée. Plusieurs personnages sont nés des Vocaloid, le plus connu est de loin Hatsune Miku. Et justement, comme cette émission est très bien faite, on va écouter Hatsune Miku avec sa chanson The World is Mine. Le monde est mien en français, et c'est à la fois surprenant et mignon.
れとね白い馬さん決まってるでしょ迎えに来てわかったら貸し付いて手を取ってお姫様って別にわがままなんて言ってないんだからでもね少しくらいしか手触れたっていいのよ世界で私だけの小さな気がついてほらほらお手手が空いてます無口で不愛想な小さなものとして気がついてよ早く絶対君はわかってないわかってないわいちごの乗ったショートケーキこだわり卵のとろけるプリンみんな我慢しますわがままな子だと思わないで私だってやればできんの後で後悔するわよ当然ですがで私は世界で一番の姫様ちゃんと見ててよねどこかに行っちゃうよ不意に抱きしめられた君そんなって惹かれる危ないよそう言ってそっぽ向く君こっちのが危ないわよJ'espère que certains ont reconnu Hatsune Miku. Dans la vie réelle, c'est Saki Fujita qui fait sa voix. Hatsune Miku a l'apparence d'une jeune fille aux cheveux bleu-vert longs avec des couettes. Elle est habillée d'une jupe noire et d'un haut gris avec une cravate, une sorte d'uniforme de lycéenne japonaise du futur. Son costume est en fait inspiré des synthétiseurs DX de Yamaha. Son nom lui-même n'est pas aléatoire. Hatsune est composé des kanji de premier et de son. Son nom veut donc dire premier son du futur. Elle réalise aussi des concerts avec des projections géantes de Miku en 2D. C'est donc devenu un personnage célèbre, très célèbre. Les cosplays de Miku sont visibles de partout. Chaque année, on en voit à la Japan Expo. Il y a des tas de produits dérivés, de jeux vidéo. On voit son effigie absolument de partout au Japon, sur les voitures, à la poste. Il y a une quantité incroyable de dessins de fans, de récits inventés. Du fait que c'est une star virtuelle, c'est beaucoup plus facile pour faire des produits dérivés. Pour chaque occasion, au Japon, on peut trouver des Miku habillés en fonction. Par exemple, à Pâques, elle avait des oreilles de lapin, elle avait des œufs, elle apparaissait en sorcière pour Halloween, et même à l'étranger, elle est très célèbre, c'est la 15e chanteuse préférée des Chinois. Elle fait des pubs pour Toyota, pour Google Chrome, elle fait des duos avec des autres stars, et elle a même fait la première partie d'un concert de Lady Gaga. Décidément, faire la première partie d'un concert de Lady Gaga, ça va devenir un running gag. Le Japon, c'est quand même un pays qui arrive à créer un personnage virtuel plus célèbre que beaucoup de vraies personnes. C'est fou! D'ailleurs, il y a même un japonais qui s'est récemment marié avec Hatsune Miku. Je vais parler d'un autre phénomène musical extrêmement important pour la culture musicale des Japonais, c'est les chansons d'animé. Et oui, quand les mangas sont adaptés en animé et qu'ils sont diffusés à la télé japonaise, ils ont un générique de début que l'on appelle opening et un générique de fin que l'on appelle ending. Ces deux génériques font 1 minute 30 chacun. Plus généralement, on peut employer le mot issu de la contraction de animé et song pour parler d'anisson. Je ne sais pas comment c'est apparu au Japon, mais on peut imaginer une hypothèse. J'ai déjà travaillé sur la traduction d'un vieux film de propagande de Seconde Guerre mondiale, et dans ce film, on y voyait Momotaro, qui est symboliquement le guerrier japonais, donc le japonais parfait, qui est sous forme d'un petit enfant, et qui, à la manière de Blanche-Neige, fabrique des avions de guerre avec des animaux de la forêt, et il les guide avec la chanson. Et le but, c'est d'utiliser la chanson pour motiver les gens, et surtout, c'est très utile pour faire chanter les enfants et leur inculquer toutes les idées qu'on veut. Et je pense que le fait de mettre une musique assez remarquable et populaire dans un film d'animation vient de ces films de propagande à l'origine.
Et du coup, mettre une bonne musique dans un animé permet de donner envie aux gens de revenir devant leur télé. Allez, même les Français, osez me dire que vous n'avez jamais chanté le générique de Candy, d'Albator ou de Dragon Ball devant votre télé pendant le Club Dorothée, ou même plus tard, en ce qui me concerne. On savait très bien que la musique annonçait notre animé préféré et on avait envie de le voir pour chanter. Bien évidemment, ces chansons sont composées par les artistes qui sont des groupes de rock, de pop, etc. Mais pourtant, c'est considéré comme un genre à part entière, tant c'est important au Japon. Plus l'animé est célèbre, plus le groupe qui a composé la chanson de l'opening ou de l'ending le devient aussi. Il y a des génériques qui sont devenus très populaires, même jusqu'en France, comme par exemple les génériques de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Naruto, les 10 premières saisons, chaque générique est culte. One Piece, des génériques qui mettent de bonne humeur, Bleach, qui a un grand nombre de musiques de rock, ce qui a énormément contribué à ma culture musicale, et Full Metal Alchemist, parfait exemple, j'ai été tellement capté par le générique vu chez une autre personne que j'avais remué ciel et terre pour voir la série en entier. Bon, on peut aussi citer les génériques de Pokémon, qui est cultissime au Japon, et même autant en France et dans les pays anglophones. Sérieusement, est-ce qu'il y a une personne qui ose me dire qu'il ne connaît pas la suite de « Un jour je serai le meilleur dresseur ». Certains groupes comme Scandal sont devenus connus grâce aux chansons d'animé, 2 génériques de Bleach, 1 de Full Metal Alchemist et même le dernier du film Pokémon. Akira Kushida est connu pour avoir chanté les 2 génériques de Dragon Ball Z. Toutes les stars qui chantaient les génériques de manga hyper populaires au Japon sont connues aujourd'hui. C'est l'équivalent chez nous de ceux qui ont chanté nos génériques, à l'époque où on traduisait encore les génériques pour la France, c'est-à-dire Bernard Minet et Dorothée, à l'époque du club du même nom. Mais au Japon, ils sont encore plus connus et d'ailleurs beaucoup plus pris au sérieux. Et ce qui est dommage quelque part, c'est qu'on a arrêté de traduire ces génériques parce que déjà il y a trop d'animés différents et puis finalement les gens se sont habitués à chanter un truc en japonais même s'ils comprenaient pas. Et au-delà des animés, il y a des musiques de films animés, ce qui permet aux artistes d'être encore plus longtemps à l'image. En général, on a le droit à de très belles scènes en musique, et comme ce ne sont pas juste des musiques instrumentales, mais avec des paroles, ça rentre en tête très vite. Vous avez sans doute déjà entendu les musiques de Mon voisin Totoro, Tonari no Totoro, ou Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoke, Le tombeau des lucioles, Le royaume des chats. À chaque fois qu'un nouveau film d'animation sort, la chanson est attendue de pied ferme et devient à coup sûr culte. Il y a aussi de très belles musiques d'ambiance. Les compositeurs les plus connus sont Joe Hisaishi, du Château dans le ciel, Princesse Mononoke, Porco Rosso, et mon préféré, Le voyage de Chihiro. On a aussi Yoko Kanno qui a réalisé les musiques de Ghost in the Shell, Cowboy Bebop. Il y a aussi les musiques de films live, donc films avec des vrais acteurs, et les musiques de drama, séries télé japonaises, dont certaines musiques deviennent absolument cultes, et des fois elles traversent les frontières. Justement, il y a une musique d'animé sortie en 2016 qui n'a pas seulement marqué le Japon, mais aussi le monde entier. Une des chansons de ce film est écrite par le groupe Hot Whips, groupe de rock qui est devenu extrêmement populaire par la suite, et depuis ce film, ils n'ont pas arrêté d'être au sommet des charts. Elle a été écrite pour le film Your Name, Kimi no Nawa en japonais, et la chanson s'appelle Nandemo Nai ya. 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいからもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようか僕らタイムフライヤー時を駆け上がるくらい今時のかくれんぼはぐれっこはもう
しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。星にまで願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換こしよう。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけでいいからもう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけくっついていようよ。僕らタウンフライヤー君を知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えるよりずっと前に君のいない世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界なの。夏休みのない8月のよ。君のいない世界なの。笑うことないサンタのよ。君のいない世界などEt on peut aussi étendre ce que je disais avant aux films étrangers. La chanteuse Meiko Kaji a connu une renommée importante avec la chanson Flower of Carnage pour le film Kill Bill. Il y a aussi des musiques de jeux. Les plus grandes entreprises de jeux vidéo japonaises sont parmi les plus célèbres au monde. Certains jeux ont une bande-son digne des plus beaux films. On peut notamment citer les musiques de Final Fantasy et de Zelda, et même les thèmes musicaux de Mario. Utada Hikaru a fait les génériques de la saga Kingdom Hearts. Nana Mizuki a fait les génériques de Tales of Asteria et plus d'une quarantaine de génériques de manga. Certains compositeurs de jeux vidéo sont aussi des compositeurs de musique de film, car après tout, avec l'évolution des technologies, certaines cinématiques de jeux n'ont rien à envier aux films. Que ce soit les musiques de films, de dramas, de jeux vidéo, toutes ces musiques deviennent des chansons privilégiées au karaoké. Donc ça sera toujours utile d'en connaître le plus possible. Vous savez que les Japonais ayant inventé le karaoké en sont fous. Pour se détendre, c'est vraiment le meilleur endroit. Et surtout pour chanter toutes ces chansons que je viens de citer. Il y a parfois quelques chansons en français, mais des chansons clichés et plutôt anciennes. Le mieux, si vous voulez impressionner vos amis, c'est d'apprendre du enka, des musiques d'idol, du visual kei ou des musiques pop-rock japonaises en général. Le Japon a assimilé la musique occidentale d'une manière plus large, aussi bien des instruments que des rythmes. Ils en sont devenus fous. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a tout style de musique au Japon. Du rap, du rock, en passant par le jazz, le hip-hop, mais aussi le Japon a su développer ses propres genres, on le verra après, et surtout certains genres sont quand même plus présents que d'autres. Il y a très peu de groupes de rap au Japon, par exemple, comparé au nombre de groupes de pop. Je voudrais faire du coup une petite parenthèse. Il y a une phrase qu'on entend absolument de partout quand on parle du Japon, c'est une phrase qui m'insupporte au plus haut point, c'est « le Japon entre tradition et modernité ». Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'avais un prof qui avait une excellente réponse à ça. Il disait «
À croire que à Paris, le TGV passe pas vers Notre-Dame. Oui, c'est totalement stupide de dire que le Japon est un pays entre tradition et modernité. La plupart des pays ayant une histoire ont forcément conservé cette histoire et construit des choses modernes en parallèle. Donc tous les pays sont entre tradition et modernité, ça n'a pas de sens. Sortez dans Londres et vous constaterez la même chose. Bref, cette phrase est tellement utilisée qu'elle en perd tout sens. Mais je vais faire une entorse à ma règle, il y a réellement des groupes au Japon qui utilisent des instruments traditionnels mélangés à des rythmiques d'influence occidentale plus modernes. Donc on peut dire quelque part que pour certains, il y a une volonté de conserver ces instruments anciens et d'y mélanger des instruments modernes, donc entre tradition et modernité. Mais les Japonais, bien sûr, ne sont pas les seuls à le faire. J'ai déjà parlé des Yoshida Brothers, qui font du shamisen rock'n'roll et j'adore leur musique. C'est tellement envoûtant, frais et rythmé. Il y a un groupe très connu depuis la fin des années 90 qui fait du taiko, c'est 11 joueurs de tambour, hommes, femmes, appelés Goku. Un groupe sans doute le plus connu de tous, c'est Wagaki Bando. Wagaki, c'est les instruments japonais traditionnels et bando, c'est pour groupe, qui vient du mot band en anglais. Et donc ils font du rock jusqu'au métal, le tout avec des instruments traditionnels japonais et des instruments modernes. La chanson la plus connue est Senbonzakura, qui a fait un énorme buzz et a été vue 90 millions de fois sur YouTube. Ils sont 8, une chanteuse, un guitariste, un bassiste, un batteur, jusque-là rien d'extra, mais aussi un joueur de flûte shakuhachi, une joueuse de shamisen, un joueur de taiko et de koto. Au-delà de la musique en elle-même, le look des membres du groupe est soigné, leur clip vidéo est juste une merveille à regarder. Par exemple, le batteur a une batterie qui est faite avec des tambours traditionnels cordés, comme pour évoquer les taiko, les tambours japonais. La chanteuse a un kimono traditionnel avec un corset punk dessus, pour donner un look visual kei, une coupe de cheveux mi-japonaise classique, mi-punk. La joueuse de koto a un kimono inspiré des geishas joueuses de koto, mais en version punk évidemment. Et il y a un joueur de flûte qui ressemble à un moine, mais avec un habit qui mélange les habits de moine traditionnels et les vêtements punk. Parfois, il apparaît le visage tatoué. Un guitariste avec un masque de théâtre traditionnel. Si vous avez l'occasion d'aller regarder tout ça, faites-le sans hésiter. Faute de pouvoir regarder, on va déjà écouter Wagaki Bando avec la chanson Senbonzakura.
Dans cette émission, je passerai donc 4 musiques par épisode, donc 40 en tout, et si on compte mon jingle, 41. Mais évidemment, 40, ce n'est pas suffisant pour montrer la richesse de la musique japonaise ni la diversité des groupes de musique qu'il existe au Japon. Et oui, parce que les Japonais écoutent en grande majorité des groupes japonais, donc imaginez la quantité de chanteurs et de groupes qu'il y a en activité. Je tire 2 grandes conclusions de ce bilan musical japonais. Premièrement, pour moi, il y a surtout une grande famille musicale qui découle de la musique traditionnelle japonaise. C'est la pop, avec les idoles, le rock et tous ses dérivés. Principalement, c'est ça. Il y a très peu de hip-hop, de rap et de musique électronique. Et encore, la musique électronique est généralement utilisée pour de la pop ou du rock. Pas comme chez nous avec par exemple la trance, parce que la langue japonaise peut-être s'y prête moins. Quand on prend les chansons comme les chansons d'idol, la langue japonaise avec toutes ses voyelles et ses sonorités arrondies permettent de faire quelque chose d'à la fois mignon et catchy. Comme l'allemand se prête au métal ou le français à la chanson française. Pareil pour le rock, la langue japonaise peut s'y prêter et c'est pas pour rien qu'ils ont créé le visual kei, qui s'inspire du théâtre japonais dans bien des aspects. Ça n'empêche pas certains groupes de chanter en anglais ou de mélanger les 2 langues, ce qui donne de superbes résultats. Étant une grande fan de rock, je connais une vingtaine de groupes japonais et de musique d'animé, et il n'y a pas une journée sans que j'entre dans un magasin et que je reconnaisse la musique qui est diffusée. Alors qu'en France, la musique diffusée est plutôt moderne et franchement, je dois l'avouer, je n'y connais rien. Le Japon a le 2e marché musical du monde, c'est presque 100% des artistes japonais. Pensez aux artistes qui font des tubes en France, c'est essentiellement des Américains, et aussi en été, on a toujours un petit peu des Latinos qui viennent parler du soleil. Je trouve qu'en France, on copie beaucoup trop le modèle américain. Toutes les musiques américaines qui font un hit font aussi un hit en France. Et d'une manière générale, on est un pays de R&B. Regardez le top charts actuel par rapport à celui du Japon. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais réellement le faire. Je vais vraiment comparer le top charts actuel au Japon et en France. Je suis allée sur un site qui s'appelle billboard.com. Vous pouvez trouver les tops de vente d'albums pour tous les pays à une date précise. Je vais donc vous montrer en toute honnêteté les 10 chansons les plus populaires en France et au Japon en juillet 2019, c'est-à-dire à la date à laquelle j'écris cette chronique. Ça permettra de découvrir de nouveaux groupes et d'en tirer des conclusions. En cette première semaine de mois d'août, en France, numéro 1, Old Town Road, chanson rap venue des US avec un peu des inspirations country. Bad Guy, chanson pop trap, Señorita, pop latino, Loco Contigo, reggaeton, Balance ton quoi par Angel, chanson française pop, Le Coach, soprano, du rap français, I Don't Care, chanson de Ed Sheeran en duo avec Justin Bieber, reggaeton, Calma, chanson latino de l'été, encore une, Shallow de Lady Gaga extraite de son film, donc de la pop, et enfin, Someone You Loved, notre première chanson rock venue des US. Bilan, 2 chansons de rap, 4 de pop et pop latino, 2 reggaeton et R&B, et une chanson électronique et enfin une de rock. Au Japon, en cette même semaine, Breakthrough, Twice, un groupe d'idoles, SKE48, autre idol, Hand Whips, groupe de rock que je vais nous faire écouter, Pretender, Official Hige Dandism, c'est du rock, Happy Happy de Twice, donc encore des idoles, Firebird de Roselia, qui est une musique créée pour un animé, la 7, Aimyon, chanteuse de rock, avec The Smell of a Midsummer Night, la 8e, Masaki Suda, Machigai Sagashi, donc un chanteur de pop, Grand Escape, Rod Whips, encore du rock, et enfin Hinatazaka 46, Do Re Mi Fa Sol La Si Do, des idoles. Donc, bilan, pour ces 10 premiers tubes, 4 idoles, 5 pop rock et une chanson d'animé. Pas de rap, pas de hip-hop, pas de R&B. Pour que l'échantillon soit convaincant, j'ai dû écouter une par une les 100 titres du Billboard pour les 2 pays et j'ai ensuite classé par catégorie, ce qui nous donne en France 26% de rap, 21% de pop diverse, 16% de musique électronique, 14% de chansons françaises, 14% de chansons reggaeton et R&B, 7% de rock et 3% de musique de films et de jeux. Et encore, c'est parce qu'un très bon jeu japonais est sorti cette même semaine et que des films Disney comme Le Roi Lion sont ressortis, donc ça fait qu'on a un petit pourcentage de pop et de musique de films et de jeux. Au Japon, 35% de rock, 17% de pop, 16% d'idol. Pour le moment, donc plus de la moitié des top charts sont dérivés de la pop, 2% de métal, des chansons d'animé 8%, enka 2%, hip-hop seulement 1%, une chanson sur 100, et 10% d'idoles coréennes. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que la pop coréenne fait aussi un gros succès au Japon, plus commerciale et plus provocante que les idoles japonaises,
Et on a quand même 7% de chansons américaines, notamment à cause des films Disney qui sont ressortis au Japon aussi, dont les Japonais sont absolument friands. Donc les statistiques viennent tout de même corroborer ce que je pensais, plus de 30% de rock écouté au Japon en ce moment même, peu touché par les musiques américaines, environ 1% de hip-hop, alors que chez nous c'est le contraire. 35% de rap et de R&B et même pas 10% de rock. L'autre constatation qu'on peut faire, c'est qu'on voit bien que le sommet des charts au Japon est tenu par les Japonais à plus de 80%. Tous les mois, les chansons les plus connues aux États-Unis arrivent quand même au Japon, mais en général c'est plus de la pop comme Lady Gaga ou Ed Sheeran, mais très très rarement du rap. Et par contre, la pop coréenne arrive de plus en plus, alors que chez nous, ça se joue quand même entre les Français et les Américains. Le Japon a même un festival de rock appelé Fuji Rock Festival depuis 1997. Il y a aussi le Rock in Japan Festival en 2000. Et il y en a plein d'autres avec que des bons groupes comme par exemple Bump of Chicken, One Ok Rock, Flow, Orange Range, Round Whips, Aquatimez, beaucoup de bons groupes dont j'ai d'ailleurs passé les musiques. La France est très inspirée, voire copie complètement le modèle américain. Évidemment que le Japon est inspiré du modèle américain à la base pour créer le rock. Je veux dire, les Beatles sont arrivés au Japon comme partout ailleurs, mais le Japon a su conserver son unicité musicale avec des genres uniques et son évolution propre, sans copier systématiquement le modèle qu'on nous impose. Le Japon est l'un des rares pays où on peut entendre de la pop japonaise mignonne chantée par des idols avec des groupes de rock et du enka chantant la gloire perdue du Japon avec des instruments traditionnels. Le tout au sommet des charts durant la même semaine. Merci Cliff pour la technique et à bientôt sur Radio Dragon. Merci Roxane. Vous êtes sur Radio Dragon. À la semaine prochaine.